De retour sur la Jaguar V12. Pression d'huile ok, tension batterie ok, elle tourne bien. Je vais la laisser chauffer, vu que je sais qu'elle a du mal à démarrer à chaud. La tempée monte, la pression d'huile descend, car l'huile fluidifie. 5 minutes 40. Elle a calé, et elle commence à avoir du mal à repartir. Ça fume, on sent la mauvaise combustion. Le problème vient de ce composant, le module d'allumage. Il est bien chaud. Oui, c'est de la salive. On est à 12 minutes 40. Elle chauffe pas plus, et elle a recalé à 16 minutes. Et elle commence à être très résistante à redémarrer. Voilà le symptôme constaté les dernières fois. C'est tout ce que je voulais voir. Allez, je vais allumer le module de démontage. Rondelle à créneau pour faire passer l'électricité de la masse. Et voici le Lucas Ignition Amplifier, made in UK. Une pièce rare, spécifique Jaguar, qui coûte 200 €. Mais regardez ce qu'on trouve dedans. Juste un module General Motors, une pièce qui est extrêmement commune et qui coûte 20 €. 2 écrous, il sort. Pour le contact thermique, ils ont mis de la graisse à l'époque. Je dégraisse. Et heureusement, depuis, on a accès à de la pâte thermique de bien meilleure qualité. Hop, je remonte. J'ai pas peur d'en mettre trop, je suis pas sur une carte mère de PC là. Tout est remonté. Je tente un redémarrage. Premier démarrage, nickel. Là, je suis prêt à partir et ça chie. Oh là là, elle est vachement encrassée. Je vais vérifier les branchements, la masse, tout ça. J'aime mieux ça. Et même le nouveau boîtier, il chauffe pas mal quand même. Bon, ça tourne bien. Un coup de propre pour voir devant, et je suis parti rouler. Tout allait bien côté moteur. Mais là, en voulant repartir, le démarreur ne s'enclenche plus. Ah là là, elle veut vraiment me faire comprendre qu'elle est pas prête à rouler. Sous le collecteur d'échappement, qui est brûlant. Ouch! Il y a le relais de démarreur. C'est lui qui envoie le 12 volts batterie qui arrive ici, dans le moteur de démarreur, là. Je l'ai chanté avec un bout de ferraille, et j'ai pu rentrer au garage. Depuis, ça remarche. Va comprendre. J'ai pas mal de boulot avant de repartir en balade de toute façon. Train avant. Déblocage. Cri, chandelle. Pas de jeu, et ça bouge pas. Les écrous, c'est chaud. Une suspension à double triangle, amortisseur en haut, ressort en bas sur le berceau avant, disque de frein ventilé et étrier 4 pistons. Et si mes écrous sont chauds, c'est parce que les pistons de l'étrier sont grippés. Ils freinent en permanence. Il faut que je démonte. Goupille de goupille, et goupille, et goupille. Les petits ressorts. Et bien sûr, mes plaquettes sont indémontables, vu que je peux pas rétracter les pistons. En tapant par l'intérieur, une double action multiprise synchronisée, avec un vrai G, c'est mieux. Et une plaquette de sortie. Pour la deuxième, je prends une vis, je la taille pour lui faire un petit crochet, je la visse sur mon marteau à inertie de fortune, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et bah voilà, il a fait le taf mon machin. Et les voici, les pistons grippés à la mort là. Je vais pomper à la pédale de frein, doucement. Le but c'est de les sortir au max, mais sans les bloquer contre le disque. Sinon je pourrais plus démonter les étriers. Non, les galipeurs. Quelques grosses vis plus tard. Ça bouge, et ça sort. Mais il a fallu aussi que je vire le bras de direction. Et j'ai des rondelles de calage qui sont tombées. Va falloir que je regarde leur marque pour savoir où elles allaient. Par exemple, celle-là, elle va là. Hop! WD-40. Clé à tuyauter. À la main, c'est galère. Je force trop. Donc, clé à choc. Soi-disant. Waouh, j'y croyais pas, mais ça a super bien marché cette technique. Hop, étrier démonté. Ça pisse. Je bloque la pédale pour pas que ça pisse. White Spirit pour un premier nettoyage. Je vérifie que la vis de purge ne soit pas grippée. Et maintenant, je vire les soufflets en caoutchouc. Ils sont croustillants. Bon, et les pistons, ils vont pas bouger comme ça. Sur un étrier normal, tu souffles, les pistons sortent. Sur celui-là, c'est la douche. Faut toujours mettre une planche au cas où. Les pistons, ils peuvent sortir vite et fort. J'en ai un, au moins, qui est sorti. Je le bloque. Et je souffle. Peine perdue, il fait plus joint. La pression se barre. La méthode simple a pas marché. Oh, c'est pas sérieux. La méthode dure, du coup. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Je termine à la pince.
Les pistons sont couverts d'un plaquage lisse et brillant, comme un chromage, qui se barre avec la corrosion. Ils sont en piteux état. Côté étrier, j'ai les vieux joints à sortir. Flex, les portées à nettoyer. Tampon Jex, paille de fer, papier de verre très fin. C'est lisse. Et j'ai des pistons tout neufs. Celui-là, il est marqué. C'est lui qui m'a servi à chanter le démarreur. Ouais, il est trop petit de toute façon, c'est pour les étriers arrière. Les pistons neufs coulissent librement. Ils ont la même dimension que les anciens. Nice. Après avoir gratté les 4 cylindres, j'ai pu nettoyer, dégraisser, souffler, essuyer. Ça rentre parfaitement. Un dernier soufflage. Et dans le kit, j'ai de la graisse silicone pour les joints que j'installe. Je pousse les pistons, installe les soufflets bien dans les gorges avec le collier de maintien. Et voilà, c'est magnifique. Je souffle et merde. C'était pour remonter mon purgeur, bien graissé. Je suis bon pour nettoyer et réinstaller ce piston. Et c'est bon, cet étrier est nickel. Avant de remonter l'étrier en place, je vais m'occuper de l'amortisseur. Les butées sont mortes, il y a du jeu terrible en roulant. Tac 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 tac. Ça tient avec un contre-écrou. 2 écrous serrés l'un contre l'autre, et ça se desserre plus jamais. Alors, démontons la brochette. Rondelle, coupelle, et c'est tout. Aucune trace de la butée caoutchouc. Je compresse l'amorto, et en bas, c'est pareil. Sauf que la butée, elle est là. Mais on dirait plus du biscuit écrasé que du caoutchouc. Nettoyage. Et je refais la brochette. Rondelle, lubrifiant silicone pour pas que ça couine. Le silicone n'attaque pas le caoutchouc. Butée et coupelle. C'est bien en place. Et je fais la symétrie de l'autre côté. Je serre suffisamment pour que le caoutchouc soit écrasé, mais pas comme un maboule non plus. Et en fait, je serre juste assez pour avoir la place de mettre le contre-écrou. Parfait. C'est bien fixe, et monté sur les caoutchoucs, plus de jeu, c'est flex. Maintenant, je nettoie parfaitement les portées de l'étrier, les vis, les portées côté moyeu, graisse cuivre, je raccroche et serre la conduite de frein, et c'est parti pour faire prendre les vis. C'est pas une mince affaire, ça forme une espèce de triangle imbriqué. Allez hop, on bloque. Le freinage, il faut pas déconner. Y a rien qui touche, c'est nickel. J'ai des plaquettes neuves, je leur mets de la graisse cuivre sur les zones de frottement, on se comprend, et j'engage les goupilles de plaquettes, ressort anti-bruit, puis les goupilles de goupilles. Mazette, un côté de fait. Je relâche le frein, complète le niveau de liquide, et je pompe à la pédale. Sans jamais aller pied au plancher, ça peut abîmer le maître cylindre. Jusqu'à ce que la pédale soit dure, ce qui veut dire que mes plaquettes sont en appui. Pas de fuite, ça c'est cool. Les pistons reviennent bien en arrière. Ce côté-là c'est bon, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. À demain. On est le lendemain et je vais commencer par ranger tout le merdier d'hier. Il faut. C'est clean, il n'y a plus de jeu dans l'amortisseur. Allez, je vais me braquer. C'est dur, sans direction assistée. Et je vais tenter un truc pour sortir mes pistons au max. Un bout de planche, mon pouce garde la mesure depuis tout à l'heure, je marque à 90 avec la scie et sion du bois. Je cale ma planche et l'étrier pas encore débranché, je pompe à la pédale pour sortir mes pistons. Bon, j'ai un piston qui est sorti, il y aura plus de pression dans les autres, je suis parti pour galérer, mais pas grave. L'amortisseur maintenant. C'est curieux, quelqu'un a changé la butée du haut sans changer celle d'en bas. Ah, sûrement quelqu'un qui a cru que c'était difficile de tirer l'amortisseur vers le bas, qui s'est arrêté à mi-chemin. Pourtant, c'est celle du bas qui subit le plus. Allez, je remonte, c'est easy. Et maintenant, je passe à la galère. L'étrier. Et cette fois-ci, je vais vidanger correctement l'étrier avant de sortir les pistons. Je vous ai pas montré hier, les canaux percés qui amènent le liquide sous pression dans le fond des cylindres. Les chambres communiquent les unes entre elles. Et tout cela à l'arrivée du flexible de frein. Il est impératif de vérifier le passage de l'air dans les perçages, chasser les éventuelles impuretés. Un deuxième étrier de reconditionné. Dégraissage des disques, c'est primordial, fratello. Après une telle opération, il faut purger. En clair, un robinet au sommet de l'étrier permet de chasser l'air du circuit. J'ouvre le purgeur, un tuyau, et mince, j'ai une fuite. Goddamn, peut-être oublié de serrer ça. Oups. Alors, voyez les bulles qui sortent de l'étrier? Bon là je suis en train d'aspirer à la bouche, hein. C'est pas du tout une bonne technique, et le liquide de frein c'est très toxique. Je veux juste faire une petite pré-purge pour vérifier que tout est ok. Ok? Il y a du jeu dans les plaquettes, je pompe à la pédale et elles sont plaquées. Et je peux rétracter les pistons facilement. Voyez, même quand je rétracte d'un côté ça ressort de l'autre. Ça c'est des étriers pas grippés du tout. Train avant c'est ok.
Maintenant on passe à l'arrière. Maintenant on passe à l'arrière. Je mets des cales sous mes roues avant. Et je lève tout l'arrière. Et le cale. 40 ans d'expérience et j'arrive encore à oublier de débloquer mes roues. Une roue retirée et... Vindiou, ils sont où les freins? Tout là-bas, au milieu. Sur cette voiture, en effet, l'essieu arrière est un sous-ensemble complexe. Voilà le schéma du bazar. Allez, plus qu'à suivre les instructions. Les échappements. Collier en U à l'avant. Je suis chanceux, c'est pas grippé. Deux vis à l'arrière. Et en fait, bah c'est un peu grippé quand même. Obligé de le secouer. Maintenant, à l'avant de l'arrière, je sais pas si t'as capté, on a 3 boulons qui tiennent 2 brides triangulaires qui serrent une olive. Une liaison d'échappement étanche, démontable et qui s'oriente comme une rotule. Pas mal. Et là, faut prononcer des formules vaudou pour sortir le tube. L pour left et R pour right. Les fameuses olives. Celle-là, j'avais commandé la mauvaise taille. Du coup, je l'avais rétrécie. Du grand pilou, ça. Ah, n'empêche, ça marche pas mal. Voilà le diff. Ok, maintenant, je vais virer les tirants inférieurs. Ils encaissent la force longitudinale quand les essieux poussent la caisse ou la tirent au freinage. Allez, je desserre et... Oh putain, c'est dur à dévisser. J'y vais avec un T. Je veux pas forcer sur mon cliquet. Et nickel, ça se desserre au calme en fait. Et non, en fait, ça se desserrait pas. Putain de merde. J'étais juste en train de torsader la vis jusqu'à la casser. Une vis de casser. Allez. Fallait bien que ça arrive. Au moins, je vais pouvoir décrocher mon tirant. Et ça bouge pas. Du WD. Quelques chocs. Bon, je sais c'est pas dans le bon sens, mais le but c'est juste de choquer la rouille. Et de la rouille, il y en a. Bon sang, je sais même pas ce que je suis en train de regarder. Peut-être que je peux faire sauter ça avec un burin. Et je peux pas faire levier sur ce bazar, il y a du caoutchouc. Ça, je sens que ça va être chiant. Il faut que je force sur la partie centrale en métal. Ça vient pas. En tapant, ça vient pas. Au final, j'ai réussi. Hors caméra, MDR, vous avez le seum. Voilà, c'est une coupelle en métal qui se prend sur une partie peinte. Pas étonnant que ça grippe. La vis est dans un point bas où la flotte descend. Pas étonnant que ça rouille. Oh, goddamn. Quelle merde. Et B. Mais vous inquiétez pas. De l'autre côté, je vais filmer le moment où ça décoince. Alors déjà, je veux pas casser ma vis cette fois-ci. Donc je prends la péteuse et je visse des vis. Visse des vis. Tout doucement. Miracle, j'ai pas cassé la vis. Elle sort d'un blocos la bougue. Bon, et comme de l'autre côté, ça bouge pas. Je force sur la partie centrale, WD, burin. Et je vais caler mon démonte-pneu dans une position de forceur. Ouais, ce move, il sert toujours à rien. Allez, je vais gébou mon démonte-pneu. Epic Victory! Ah, yes. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. J'étais content. Enfin bon, ça je le savais pas avant aujourd'hui. Allez, je dévisse l'arbre de transmission à l'entrée de diff. Ah putain, Et même sans boulon, ça se décolle pas. Ah, il se laisse convaincre par le côté obscur. Et what the fuck? putain, pourquoi ça coule? L'huile, normalement, elle est dans le Oh, différentiel, pas devant. Mais wesh. Et là, vous voyez le levier qui bouge? C'est le frein à main. Il faut que j'arrive à agripper le câble. Ça marche pas. Changement de stratégie. Je vais bouger le levier, et là, le câble, il sort. À droite et gauche. Il me reste juste un flexible de frein, et c'est bon. C'est merveilleux, tout est déconnecté. Le sous-ensemble tient uniquement avec ces 4 vis là. Et je vire les vis qui tiennent le berceau. La caisse est posée sur le berceau, qui est posé sur le cri. Je redescends sur roue, et le berceau commence à bouger. Donc je mets un deuxième cri pour contrôler l'angle. Ok, c'est une belle descente. La caisse est posée sur le berceau qui est posé sur les roues. Donc logiquement, si je lève la caisse, le berceau reste au sol. Et mince, c'est pas du tout le cas. Les roues devraient pas se soulever du sol là. Ah, c'est bon, c'était juste coincé. Et lève-toi. Discours de fatigue de fin de journée. Bon, j'ai calé la voiture sur chandelle pour que ça bouge pas. Et c'est une bonne chose de faite, mais là, il faut que je reprenne demain. Je suis très fatigué. Aujourd'hui matin, ça passe pas, goddamn. Allez, avec un peu de chance, il faut juste relâcher la pression. Ouh yeah. Roule ma poule. Et je cale l'avant qui est lourd. C'est rigolo, on dirait qu'il manque un queutru. Calage sur chandelle. Je vais pas y retoucher avant un bail.
Ça fait un banc, solide. Bon, je fais quoi avec ça, moi? Je vais trouver de l'inspi dans le grimoire. Alors, faut démonter un truc en bas, et hop, 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 fais pas ça, malheureux. Fallait que je vidange le différentiel déjà. Oh merde. Il y avait pas grand chose. Et puis, il y a de la paillette métallique. Un peu plus d'1,25 litre au lieu d'1,6 litre. Hop, j'ai cette plaque à dévisser. Ensuite, les amortisseurs à décrocher. Ils sont contenus, donc pas besoin de les comprimer. Je tape avec une tige pour les sortir. Attention, si vous sentez que vous allez bousiller les filetages, il faut pas faire ça. Et là, ça sort en tapant doucement, disons. La tige aussi. Et la suspension est libérée. Allez, débloquons le cardan. Et c'est fou. Sur une suspension normale, le cardan est équipé d'une glissière. Et la suspension a 2 triangles. Ici, c'est le cardan lui-même qui sert de triangle supérieur. C'est génial. Et le cardan sort. Et les cales que l'on voit ici servent à régler le carrossage, l'angle de la roue. R pour right. Ok, maintenant on a cet axe énorme pour le triangle inférieur. Une sacrée brochette ce bras. Ouch. Et ça sort pas trop, il faut que j'y passe le temps. En douceur, le faire tourner. Et cling. Ça va, mes écrous se vissent toujours, j'ai pas matraqué l'axe. Ça coince. Ah non, oups. Bon sang, c'est quoi qui est tombé? Des rondelles, des joints. Je crois que j'ai tout. Je vire le demi-train. Belzins break it down. Idem de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et je vais faire aller et venir l'axe sous WD-40 en le tapant avec un bout de bois pour ne pas le niquer. Et dès qu'il est relativement libre, éjection. Zoupla! Je refais la brochette et un fil de fer pour rien paumer. Ça roule, ça roule. Allez tiens, je m'arrête là, j'ai du petit démontage à faire. Les étriers de frein à main avec des pattes déformables qui servent de ressort de rappel. Ça se monte comme ça. Les garnitures sont décollées CHS. De l'autre côté, encore collé, mais pas trop non plus. Je retire la conduite qui relie les 2 étriers de frein au flexible. Tiens, et qu'est-ce qu'on voit sur le dessus? Des vis bloquées par du fil de fer torsadé. L'idée, c'est que si une vis se desserre, elle va entraîner l'autre dans le sens du serrage. Donc, ça bloque le tout. Le fil a rouillé dans la tête de vis. Tzzz. Je coupe à ras de chaque côté. C'est une erreur, mais je ne le sais pas encore. Je débloque et desserre. Et je glisse le berceau au-dessus du diff. Magnifique. Virons les étriers. Et attends, là, je suis en train de serrer, là. À la clé à choc, MDR. Ça vient, mais c'est dur. Et de 1. Et le disque est sorti. Et de l'autre côté, la vis est sortie, mais elle est coincée dans l'étrier. Il faut que je vire une plaquette pour pouvoir virer l'étrier, tiens. Goupille de goupille, plaquette. Et de 2. Et de ce côté-là du disque, il y a aussi des cales. Et on règle aussi le centrage du disque dans l'étrier. Et voilà, le train arrière est en pièces. Je vous avais pas montré là-dessous, mais c'est tout vide. Petite vis cassée, on n'oublie pas. L pour left, R pour right. Vous voyez les vis bloquées par fil de fer? Moi non plus. Enfin, on voit surtout que le fil de fer a été mis pour faire joli. En même temps, je comprends. Je pense que les derniers mécanos ont dû démonter ça sans descendre le berceau complet. Et déjà, je salue leur courage. C'est sale, rouillé. Et là, j'ai des écroucages pour les supports de tubes d'échappement. Celui-là vient bien. Miracle. Typique comportement toxique des croucages chat. Tourne dans le vide plutôt que de se laisser dévisser. Obligé d'arracher la cage pour le bloquer à la clé. Je nettoie le diff. Je nettoie ça. Et ça. Et ça. Et là j'ai mes axes de frein à main. L'un d'eux a été retaillé. Mais ça va, il porte bien dans son emplacement. Regardez-moi cette horreur de graisse et de terre, on n'y comprend rien. Une fois propre, la conception est beaucoup plus lisible. Les triangles de suspension sont montés sur des cages à aiguilles. C'est vraiment superbe. Exceptionnel. On a des traces de cage légèrement grippées. En effet, celle du fond a un mouvement moins fluide que l'autre. Dégrippant, nettoyage, soufflage, dégrippant, nettoyage, remuage. Je blinde de graisse neuve. Et les aiguilles tournent bien. C'est repacked. Un fil de fer pour pas que ça tombe, et pour protéger, une rondelle, un anneau caoutchouc et une rondelle extérieure. Et une grosse rondelle qui ferme tout ça. J'ai certains anneaux en caoutchouc qui sont morts. Donc je vais mettre des gros joints toriques. J'ai la chance d'avoir cette taille en stock.
De l'autre côté du bras, on a des roulements coniques. Pareil, j'ai tout nettoyé. Avant, c'était comme ça. Il y a des cales d'épaisseur pour avoir une contrainte bien précise sur les roulements. Et l'ordre, c'est roulement, cage de joint feutre que j'ai nettoyé au solvant et fait tremper dans l'huile. Hop. Et merde, j'ai oublié ça. Et j'ai aussi oublié cette rondelle. Ça allait avant. Puis une entretoise et encore une rondelle. Petit truc rigolo avec les roulements. C'est marrant ça, très marrant. Installé des deux côtés, je vais remettre le bras sur le moyeu. Et je serrerai ça plus tard. Wow, quelle belle pièce. C'est vrai que c'est beau quand c'est propre. Allez, autour du deuxième. Pas la même MDR. Mais en vrai, faut que je m'occupe du berceau. Il est encore bien, mais je veux pas remonter un machin rouillé comme ça. Et la peinture, ça met du temps à sécher, donc il passe en priorité. J'arrache la cage des écroucages et je décape. Tout décapé à la grosse brosse, je finis les coins à la petite. Et un coup de tampon pour la fin. Mes écroucages, je vais les souder, comme ça ils rempliront leur rôle sans plus jamais faire chier. Visser en place, souder, c'est nickel. Prêt à peindre ça. Je vais aussi peindre le différentiel. Ah, ça fuit. C'est le tuyau de mise à l'air, ça. Car avec le berceau, c'est la seule pièce qui ne sera pas redémontable facilement plus tard. Et j'ouvre. J'aurais pu vous expliquer comment marche ce différentiel, mais c'est un à glissement limité, donc on voit moins bien le fonctionnement. On a un pignon d'attaque qui entraîne une couronne, qui entraîne des pignons satellites, qui entraînent les roues de chaque côté. En cas de perte d'adhérence, les satellites sont montés sur des pentes à 45 degrés. Ils vont donc avoir envie de s'écarter. En s'écartant, ils viennent écraser des disques d'embrayage qui vont solidariser les deux roues entre elles. Je vais retirer les sorties de diff. J'ai bien laissé vidanger, la couronne sur une planche pour pas l'abîmer, dévisser la mise à l'air. Gros plan sur les sorties de diff. On a un écrou bloqué par une rondelle rabattue que j'ouvre. Et je desserre. Alors, est-ce que ça va sortir en cognant dessus? Prudence. Un bout de bois et un plus gros marteau, c'est mieux. On a un roulement conique de chaque côté, mais c'est bizarre, je suis censé avoir une bague d'étanchéité. Ok, elle a été chassée par le roulement en sortant. Ici, c'est une rondelle qui s'écrase au serrage, et qui gère la précontrainte sur les roulements. Ok, maintenant pour extraire le roulement. Burin à gauche, burin à droite. Ça marche. Deux pieds de biche, ça marche pas. Je vais le mettre tête en bas, avec l'écrou, pour pas serrer sur le filetage, et c'est parti, en douceur, en tapant toujours sur la partie intérieure du roulement. Voilà. Le roulement est clean. Je l'ai chassé avec un truc en ferraille molle. Et voilà mon objectif, ce joint spi. C'est pour le remplacer que j'ai dû démonter tout ça. Les portées et côtés fixes sont belles et lisses. En démontant l'autre côté, ça se passe pas pareil. Le joint spi est bien coincé. J'ai été obligé de le massacrer pour le faire sortir. C'est vraiment bizarre que là je galère à mort alors que de l'autre côté il est sorti vraiment tout seul. Eh bah, il était coriace le bougre. Bon, c'est bon, j'ai démonté mes pièces à peindre. Ponçage, dégraissage, essuyage et peinture. Allez, bonne nuit. Première couche séchée, deuxième couche posée. Et pendant ce temps, je vais reprendre mes bras de suspension. Et what the fuck, celui-ci a été mal monté. La cale d'épaisseur, qui règle l'écart entre les roulements, est tout écrasée. Je mesure l'épaisseur, 0,18 mm. Et il y en a deux. Je dois trouver une rondelle comme ça, ou l'inventer. J'ai trouvé une rondelle qui avait le bon diamètre extérieur, et j'ai percé le bon diamètre intérieur. Elle passe autour de l'axe, elle porte bien sur les surfaces d'appui, mais elle est trop épaisse. Alors j'ai limé, et limé. Ça a pris 20 plombes. L'épaisseur reste homogène sur tout le tour, malgré le limage à la main. Voilà ma cale de 0,36 mm. Terminé. Je m'occupe aujourd'hui de mes étriers de frein arrière. Et dis donc, je me suis fait chier au burin les dernières fois, c'était peut-être pas nécessaire. La pince, ici, elle gère le taf. Les vis aussi sont salement grippées. Elles sont très ajustées dans le trou. Et voilà, étrier refait. Sur les arrières, les deux demi-étriers sont reliés par une conduite externe. Super! La conduite ne touche pas. Les étriers de frein à main. Une goupille de goupille. Une goupille. Une vis. Et on peut voir le mécanisme. Alors, voyez, les deux côtés de l'étrier sont reliés par une vis, et c'est cet écrou, équipé de cran, qui est vissé automatiquement par un mécanisme de cliquet lorsqu'il y a du jeu trop important. La vis rattrape le jeu. C'est un mécanisme qui garantit que les plaquettes de frein à main plaquent toujours bien, malgré l'usure. J'ai dévissé tout nettoyé au wet spirit, brosse, tampon à récurer, et voici les pièces propres. Je
je vais tout remonter avec de la graisse. Le ressort du rappel du levier, galère de fou. Le cliquet. La vis et ça goupille. Et mince, il y a cette pièce. Et merde. Le ressort de rappel passe dedans. Voilà, redémontage. Remontage. Oubli, corrigé. Merde. Le mécanisme marche parfaitement. Hop, capot remis, vissé, goupillé. Et j'ai des nouvelles plaquettes. Je dois insérer des vis spéciales dedans. Et c'est vissé. Alors maintenant, sur mes tirants, je veux pas que ça regrippe. Donc je vire la rouille. Et je vais débloquer ma vis cassée. Décapage déjà. Je mets le premier écrou qui passe sur la vis. Redécapage. Et je soude l'écrou sur mon moignon de vis. Et je profite tant que c'est chaud pour mettre du WD. Quelques chocs dans l'axe et du choc rotatif. Vis, dévis, vis, dévis. Pfiou, c'est venu. Yes. Oh yeah, baby. Vis impériale en pas fin. Je vais pas avoir de quoi la remplacer. Mais par contre, j'ai ça et le tarot qui va bien. J'avais pas encore de tourne à gauche à l'époque. C'est pour ça que mon taraudage est pas super droit. Là, je suis pas fier. Mais bon, ça ira quand même. C'est bon, la deuxième couche a séché. Allez, je gratte les excédents, c'est rapide. Remontage. C'est tout propre. Là, faut bien que je pense à glisser mon roulement avant de mettre le joint spi. Je mets un peu de graisse, pas trop, parce que ce sera dans le bain d'huile après. Un peu aussi sur le tour du joint spi. Et oh là 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 là, il est pas facile à installer. La portée intérieure est bien, il est identique à celui que j'ai démonté. Je vais prendre la plus grosse douille que j'ai. Mais elle porte pas sur l'extérieur, donc c'est pas top. J'ai meulé une tige et j'essaie de pousser le joint dans son logement. Eh bé, ça veut pas rentrer. Je comprends maintenant pourquoi l'un des joints spi est sorti tout seul alors que l'autre j'ai galéré. Je pense que les derniers mécaniciens qui sont passés par là ont pas réussi à l'installer. Bon, il faut que je fabrique un outil qui porte bien. Et ça tombe bien, j'ai ça qui traîne. Hop, je trace le diamètre. Et j'ai coupé un palais. C'est cancérigène le matériau de plaquette, alors faites pas ça surtout. Maintenant, j'ai un outil de presse qui porte bien sur la portée extérieure du joint. Parfait. C'est bien pressé. Le différentiel va arrêter de perdre son huile. De la graisse partout, partie femelle, mâle. Et ça rentre sans trop forcer. Ensuite la rondelle écrasable. Et le deuxième roulement. Je tapote jusqu'à pouvoir visser l'écrou. La rondelle frein se prend dans la gorge centrale et c'est ça qui l'empêche de tourner. Et je fais juste prendre l'écrou. Et alors là, je vais le serrer, mais attention. Dès que mes roulements seront en appui, serrer augmentera la précontrainte en écrasant la rondelle qui est située entre les deux. Si je serre trop, rondelle trop écrasée, trop de précontrainte, et impossible de désécraser la rondelle. Pour mesurer la précontrainte, on utilise le couple. Un couple est une force qui s'applique à une distance. Le manuel me dit qu'il faut un couple de rotation compris entre 0,052 kg force mètre et 0,063 kg force mètre. C'est la force d'une masse d'1 kg avec la gravité terrestre sur un levier de 1 mètre. Si mon bras de levier est plus court, il faut plus de force pour avoir le même couple. Donc là, avec la vis à 4,75 cm, soit 0,0475 m, je vais avoir le bon couple en impliquant des poids de 1,1 kg et 1,3 kg. Allez, je vais faire mes poids. Avec ces pistons d'étrier, j'ai 1100. Et en rajoutant cela, j'ai 1300. Ok. Ça tourne avec 1100, c'est pas serré assez fort. Et j'ai testé, resserré un tout petit peu, retesté, resserré un tout petit peu. C'est bon, maintenant, ça tient, les 1100. Donc ça veut dire que c'est assez serré. Ah, enfin non, ça tient pas, MDR. Dernier serrage. Ok, là ça tient avec les 1100, donc c'est assez serré. Mais peut-être que j'ai trop serré. Je rajoute pour passer à 1300. Et yes, ça tourne. Donc ça veut dire que c'est pas trop serré. Je vais laisser ça avec la bouteille taillée précise et de l'huile de pont dedans. Voir si le joint spi est étanche. Bon, c'est étanche. Allez, je rabats la rondelle frein et c'est plié. Comme la dernière fois avec le moteur, j'ai trié chacune de mes vis, petit nettoyage, et je mets de la pâte à joint légèrement, parce que malheureusement, j'ai pas commandé le joint torique neuf pour remplacer celui-là. Mise en place. Approche.
j'ai les coupes de serrage. Là, c'est Caliper Mounting Bracket, support d'étrier, 102 Nm. Et je règle, et pfiou, mais quelle horreur à utiliser ces boutons à la con, là. Et impossible de mettre 100 Nm sur un diff qui flotte dans les airs. Alors, je m'assois dessus. Et j'ai sécurisé mes vis avec du fil de fer. C'est beau, non? J'ai archi galéré. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur ces vis-là, on verra mieux. Alors, on passe le fil de fer, on torsade dans le sens qui vissera la vis, sur toute la longueur, on passe dans l'autre vis de l'autre côté, je mets en tension, torsade, et vu que mon fil vient de casser, je recommence. Et voilà. Bon, c'est sûrement pas assez tendu, mais c'est les joies de l'artisanat. Ok, sur le carter, je remonte mise à l'air. Avec du téflon, je suis allé vérifier d'abord sur internet la compatibilité du téflon avec les huiles. J'enroule dans le sens du vissage, idem pour le tube. Et voilà, une belle mise à l'air. Je dégraisse à mort le plan de joint, et j'applique de la pâte à joint sur le tour. Plus qu'un voile, car il n'y a pas de joint. Mais pas un cordon, ce serait trop. Et cette vis-là, j'y mets de la pâte à joint dessus, car son trou est débouchant dans la zone huileuse, et non borgne, comme les autres. Carter refermé officiel. Allez, un dernier joint, et il sera étanche. Derrière cet écrou. Et là, je rigole zéro. J'ai desserré à la main l'écrou. Je comprends bien pourquoi il y avait de l'huile dans la jonction avec l'arbre maintenant. Rondelle et... Piut, ça sort. Voilà le joint spin neuf. Alors, est-ce que je vais galérer à sortir l'ancien? Levier avec tournevis? Non. Le choper à la pincetto? Oui! Je graisse le nouveau. Et Dieu merci, pas besoin d'autant de force que pour les autres. Il s'insère facilement en tapant au tournevis dans un creux métallique très rigide. Bon alors, au début il s'insérait de travers, c'est classique. Mais après... Parfait. Graisse l'extérieur, nettoie l'intérieur, insère... Et là, je vais mettre du frein filé moyen au niveau de la jonction des splines de l'arbre pour éviter que l'huile ne passe par là. J'en ai pas mis sur les splines car ça aurait collé beaucoup trop l'ensemble. J'approche. Et à présent, je dois trouver le milieu de cette barre. En termes de poids, tout est question d'équilibre. Et je marque. Équidistant. Et je perce. Et avec ces vis, j'ai une prise. Et goddamn, je peux pas passer ma douille. Et pas de problème, j'ai une disqueuse browser. Nickel, je suis prêt. Je fais un marquage à une distance parfaite et un trait de scie. Et pareil que sur les côtés, il y a aussi une rondelle écrasable sur l'entrée du diff. Cette fois-ci, je dois serrer jusqu'à ce que l'arbre bloque avec 2,84 Nm, mais il faut qu'il laisse tourner 3,43 Nm. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ce trait de scie à 25 cm, je peux réutiliser les mêmes poids, 1100 g. Je serre jusqu'à ce que ça bloque. Je passe à 1300 g et ça tourne. Parfait. Le diff est étanche, joint remplacé, pré-contrainte idéale sur les roulements. Nice. J'y colle 2 litres d'huile. C'est un premier remplissage, juste pour rincer. Et je fais tourner. Le diff a repris sa place derrière la voiture. Tous les cieux arrière soient reconstruits autour de lui. First step, j'ai brossé les cales pour enlever la rouille. Je les graisse, cuivre, pour pas qu'elle rerouille. Disque, c'est idem. C'est la première fois que je dois déboucher une tête de vis. Je réinstalle l'étrier, et c'est une catégorie de vis très spéciale en mécanique, c'est les vis 1/8 de tour. Inaccessibles au cliquet, c'est des vis qui rendent fou, le temps devient très long. On est content quand on arrive au blocage. Génial. En plus, je dois les bloquer au fil de fer, elle aussi. C'était dur, j'ai fait ce que j'ai pu. Genre là, on n'arrive même pas à voir la vis. Dégraissage des disques. Installation des plaquettes neuves. Quand je mets de l'air comprimé, les pistons serrent. Je réassemble mes supports d'échappement et gratte la peinture sur la face d'appui du différentiel. 1, 2, 3, 4 amortisseurs. Et je serre. Et je check les placements de mes supports de berceau et les vis. Et mince, c'est quoi ce truc? Une douille de cylindre bloc d'amortisseur. Mince, c'est sur lequel des 4 que j'ai oublié ça? Sur celui-là? Wow, en effet, c'est celui-là. Quel coup de chance. Le bon du premier coup. Et là, j'ai passé un temps énorme à déboucher une tête de vis. J'ai cassé des forêts, c'était horrible. Et voilà le berceau serré sur le diff. De retour dans l'enfer des fils de fer. Tu me diras, le métier rentre. Ce lock-wire sur 4 vis en série, c'est mon empire romain. Goddamn, j'aurais dû mettre les étriers de frein à main avant. Là, vous allez rien voir au réglage des ressorts de rappel, même si je suis sûr que OSEF en vrai. Conduite hydraulique de frein principal. Flexible. Et le petit clip plastique.
Kleenex au max. Ressort de rappel des leviers de frein. Bon, et là j'ai tenté de remettre un demi-train par en dessous. Impossible frère. Allez, je mets la bestiole sur le dos. Cale de réglage de carrossage. Et je commence par revisser le bras de suspension supérieur qui est aussi le cardan. Au couple. Pas le choix de chevaucher le monstre. J'ai refait un tour, je veux oublier aucun serrage. Et là je suis en train de grave me casser la tête pour le montage du bras inférieur. Je commence par graisser l'axe et le poser en place. Et là c'est super dur car je dois mettre en place sans faire tomber les rondelles et joints qui sont glissés entre. Bon, bah là, tout s'est barré. Il faut que j'arrive à tout compresser pour maintenir et ensuite à écarter pour glisser ce qu'il faut. J'ai poussé mon axe trop loin, je le renvoie dans l'autre sens pour mettre l'entretoise. Pas mal. J'écarte la douille, là j'ai de la place pour la rondelle du milieu. L'anneau extérieur avec son joint dedans. Doucement, car le joint n'a qu'une seule envie, c'est fuir. Je sécurise avec la grosse rondelle. Putain, l'axe est encore trop sorti. Ça passe. Et super, cette fois-ci je peux le passer. Ouh yeah. Mise en place. Maintien en pression. Eh bé, quel montage mes amis. Ça se mérite. Le sandwich est complet. Je profite pour faire marcher une dernière fois cette suspension incroyable, admirable, magnifique, sensationnelle. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Tiens, voici un écrou foiré. J'ai ce qu'on appelle une chatte de cocu, vu que j'ai un tarot impérial qui correspond. J'ai tenté de retarauder l'écrou foiré pour voir. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Donc j'ai retaraudé un bête écrou métrique de 17 avec le filetage impérial. Et c'est bon, je peux serrer. Tiens, au fait, ça ressemble à ça les filets arrachés. Stylé, non? Et là, Jaguar, ils ont inventé des vis trop bizarres qui tiennent les tirants. On a l'impression qu'elles sont cassées. Mais non, c'est l'astuce que Jaguar a trouvée pour qu'elle puisse passer par. Eh merde. Fallait les mettre avant de mettre les amortisseurs. Je l'ai fait prendre. Final step, la plaque en dessous. Et le banc est terminé. Oh merde. Ah goddamn, c'est fini. Il est en rudement meilleur état qu'au début. Une et deux roues. J'allais oublier de vidanger mon huile de rinçage. Et dans l'huile finale, il faut de l'additif pour différencier la glissement limité. 4% d'un litre 6, ça fait 64 ml, donc une demi-bouteille environ. Et 1 litre 6 d'huile. Maintenant, il est prêt à y retourner. Tout doux, tout doux. C'est en place. Je lève en prenant sous le berceau. Je peux enlever mes roues. Et là, mon seul objectif, c'est d'insérer mes vis comme des goupilles. Et une, et deux. Et là, on n'est pas tout à fait en face. Bon, au final, j'ai mis un deuxième cri pour gérer l'inclinaison du berceau. J'ai mes 4 vis d'un côté et aussi de l'autre. Parfait. Je les ai serrés avec les écrous. Hein. Je maintiens mon tirant plaqué vers le haut au cri. Et je serre. C'est tout pour aujourd'hui. La deadline approchait trop, j'étais dans le méga rush et j'ai pas pu filmer le remontage de l'arbre de transmission, du flexible de frein, du câble de frein à main et des conduites d'échappement. Là maintenant je dois faire la purge de frein finale. Bocal plein, je le mets en pression avec une chambre à air de vélo, j'ouvre le mano pour faire chuter la pression, bloque la gâchette en position ouverte et augmente légèrement la pression. Maintenant le compresseur régule. Je peux ouvrir mes purgeurs jusqu'à ce qu'il y ait plus de bulles qui sortent. Je complète le niveau une fois fini. Tous les purgeurs sont fermés, pas de fuite et la pédale est bien dure. C'est bueno. Ici, je bloque les vis de tirant, voiture au sol. Comme ça, les cylindres blocs en caoutchouc seront immobilisés dans cette position, sans contrainte. Et la voiture démarre, le moteur est toujours ok. Et cette fois-ci, les freins sont nickel, le différentiel est étanche, plein d'huile neuve. Je vais me changer. La machine regarde l'homme qui reste un homme. Elle non plus n'est pas immortelle. Et la voiture est sortie. Et cette fois-ci, elle roule super. Un plaisir. Puissance, confort, tenue de route. C'est une voiture superlative. Elle ne refuse rien. Tout est ok. C'est une beauté. Zonage en bord de mer. Tout à fait de circonstance.
Pas de lave-glace. Pas top les essuie-glaces. Je vais essayer d'en remettre et... Et ça coule par terre. Bon. Mais au moins avec de l'eau, ça fonctionne nickel. Pas de danger sous la pluie. Alors du coup, pour que la climatisation fonctionne, quand tu mets le contact, il faut que tu aies le bruit des ventilateurs et de l'air qui souffle. Et ensuite, si tu touches au réglage, on entend un petit bruit de moteur par là. Là tu vois, je change. Ouais, c'est par ici que ça se passe. Donc si tu entends le bruit de moteur, normalement là tu peux régler froid ici et chaud ici. Et du coup ça marche que si le bouton il est précisément dans cette position. Voilà. Et si je vais un tout petit peu plus loin, ça marche plus. J'y retourne. Là c'est bon. Mais voilà, normalement tant que tu es dans cette position où les ventilateurs ils soufflent, la climatisation elle marche. Allez,